C'est l'histoire d'un petit garçon. Un jour, nous allons tous mourir, Snoopy. Et le petit chien de lui répondre: Oui, mais tous les autres jours, nous allons vivre. Oui, mes amis, nous allons vivre et vivre fort intensément, à ne regarder que devant, vivre à plus de 100 000%, en oubliant qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre. Telle est l'histoire de Grégoire, l'histoire d'un prénom que l'on connaît toutes et tous, celui d'un petit garçon qui a appris le piano à l'âge où d'autres commencent à peine à marcher, le petit dernier d'une fratrie de 4, un bonheur familial qui implose à la mort des 2 grands frères. J'ai une amie qui me dit, tu sais, sa mort, c'est peut-être ta naissance. Renaître en chanson et accrocher des notes de musique sur les profondes cicatrices. Donc j'ai décidé d'écrire une chanson joyeuse pour encourager les gens qui étaient autour de moi à être joyeux. Un refrain populaire, fédérateur, qui rassemble des millions de fans, qui lance sa carrière et qui permet à Grégoire de réaliser son rêve d'enfant. Toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez. Rencontrer et chanter avec son idole, un certain Jean-Jacques Goldman. Aujourd'hui, Grégoire repart sur les routes, retrouver son public avec un nouvel album qui porte décidément très bien son nom, Vivre. Entre vous et moi, Grégoire nous reçoit dans sa chambre d'adolescent, vivant comme il ne l'a jamais autant été. Même un peu bête et bien inoffensive, oui, elle ne changera jamais le monde, mais elle vous invite à entrer dans la ronde. Salut D'accord. Grégoire, bonjour Grégoire, on se Bonjour dit vous, Dominique, on se dit tu? comme vous voulez. Comme tu veux. Ben moi ça va. Ok, C'est on bien, peut se tu- dire tu, Ah bah avec plaisir, avec ce plaisir. sera beaucoup plus simple. Très bien. Voilà. Vivre, Vivre. il était temps. Il était temps de vivre, il était temps de revenir peut-être. Ouais, Mais- 6 ans d'arrêt. Alors 6 ans, pas d'arrêt total, mais en tout cas 6 ans, 8 ans même, sans concert, Ouais. sans promo traditionnelle, donc 8 ans à la maison. Mais quand même, pas mal de projets, pas mal de compositions pour une comédie musicale, j'ai mis en musique des poèmes pour l'éducation nationale. Donc j'ai fait plein de choses et puis beaucoup de vidéos sur YouTube, sur les réseaux. Donc un lien permanent avec le public, ce qui m'a permis moi de me sentir bien à la maison. C'est ça, alors il y avait le confinement en effet, mais il y avait aussi un besoin de retour aux sources auprès des enfants, de la famille, être... En fait, il y avait besoin de voir mes enfants grandir. Mm. C'est-à-dire qu'ils sont nés, ils ont 11 et 9, donc je me suis reclus quand ils avaient 3 et 1. Ouais. Quand mon fils a commencé à aller à l'école, que je l'ai emmené. Et voilà, et puis je voyais que ça grandissait très vite, en fait. Là, entre le moment où ça naît, le moment où ça marche, le moment où ça parle, tout va tellement vite, je me suis laissé embarquer là-dedans. Et j'étais bien chez moi. Donc j'ai même pas réfléchi, c'est presque inconsciemment que je suis resté à la maison et je les ai vus grandir jusqu'à ce qu'on m'appelle il y a 1 an pour me dire est-ce que tu veux faire un concert, est-ce que tu veux repartir. Et là je me suis dit ça y est, ils ont grandi, ils seront contents de me voir sur scène, ils seront contents que je parte de la maison. Avec un petit truc au ventre ou... Non, parce Non. que l'envie de repartir me titillait aussi, sauf qu'il fallait qu'on me le propose. Donc non, et puis ils sont grands maintenant, ça les amuse, on s'arrange, on s'organise. Quand on les appelle, ils répondent. Maintenant au téléphone, il y a de l'échange, donc non, je pense que ça va. Quel type de papa? Papa poule? Papa très très poule. Câlin? Câlin, poule, qui lit des histoires. Et puis ils ont une phrase souvent, à une époque, il y en a un qui disait qu'il faut mieux demander à papa, il va dire oui, alors que maman elle risque de dire non. Ouais, Allez alors, papa, c'est ça. maman elle a un peu le mauvais rôle. C'est ça. Elle a le très bon rôle quand même, Ouais. mais c'est vrai elle a un meilleur cadre que moi. Vivre, c'est très solaire. Il y a des couleurs partout. Oui, je pense que vivre, en fait, c'est vraiment l'idée de... Il y a cette idée de résilience, et donc dans la résilience, le fait de passer les douleurs pour vivre, je pense qu'après des douleurs, on vit encore plus fort. Donc il y avait vraiment cette idée de célébrer ce mot, vivre, vis-à-vis aussi de la transmission. Pour mes enfants, c'est le premier album qu'ils vont peut-être lire, écouter plus attentivement que les autres.
Et donc, voilà, quel est l'album que je voulais leur faire, quel est le message que je voulais transmettre. C'est que la vie est belle. Et c'est un message qui traîne depuis très longtemps, mais que maintenant j'assume à 100% parce que mes chansons leur parlent sur des douleurs, sur des choses, sur cet espoir, sur tout ça. Et donc là, je voulais vraiment transmettre ça, sourire. Moi, j'aime dire que la vie est belle et dégueulasse. Mais on en prend ce qu'on veut. Alors moi, j'aime bien dire que la vie est belle et que la mort est dégueulasse. Ouais, pas mal aussi. Pas mal aussi. J'ai adoré quelque chose, Grégoire, parce que on se connaissait pas. Je t'ai laissé un message sur les réseaux sociaux avec mon numéro de téléphone. Tu m'as rappelé. Et quand tu m'as dit bonjour Dominique, c'est Grégoire, moi, j'ai pas tout de suite capté que c'était Grégoire. Et je dis Grégoire. Et tu m'as dit Grégoire le chanteur. Et j'ai trouvé ça d'une beauté naturelle et d'une simplicité assez étonnante qui fait vachement de bien. Et je voulais que ceux qui nous écoutent l'entendent parce que c'était vraiment ça, cette rencontre. Voilà, pas d'attaché de presse, personne, juste Grégoire le chanteur. C'est dû aussi, je pense, à l'environnement. Ouais. C'est-à-dire que quand j'ai reçu ton message, j'ai regardé aussi ton profil. Et je voyais que les personnes, entre guillemets, avec qui tu avais des liens, étaient quand même des personnes valables. Et j'allais dire qui correspondent à ce que tu es, ce que je découvre. Voilà. Donc il y avait tout ça, je pense que c'est ça qui est dégagé, c'est-à-dire que la teneur du message déjà, et ensuite le profil, l'environnement, tout le reste, et c'est là où je me suis dit, pourquoi pas en fait. Alors Grégoire le chanteur, j'adore. Grégoire le chanteur, Grégoire Boissonneau, ça marchait pas. Grégoire Boissonneau. Ouais. Et pourquoi on a oublié le nom de famille à un moment? Parce que il y a eu plein de raisons, il fallait choisir un truc, c'était trop court pour que j'ai le temps de réfléchir à un pseudo. J'avais pas vraiment envie d'un pseudo, j'avais pas envie. Je dis pas que ceux qui prennent des pseudos se cachent, mais en tout cas moi, j'avais l'impression que je cachais mon identité. Et puis, je trouvais que Boissonneau, effectivement, j'ai tellement éplé dans ma vie B-O-I. voilà, donc les gens n'auraient pas su l'écrire. Et puis au final, je me suis dit, tiens, c'est un album de Grégoire. Il y aurait pas souvent on dit c'est un nouvel album de Cabrel. Ouais. Donc si on cite le nom, etc. Peut-être que ça me rappelait mes histoires de pensionnat où on s'appelait par les noms de famille. J'en sais rien. J'ai pris Grégoire. Je trouvais ça plus simple, plus proche, plus intime. Et puis j'aime bien mon prénom. Tu nous as dit hors caméra, c'est un peu ta chambre d'ado. Mais c'est vrai. Ah carrément. Il y a plein de trucs. Il y a toute ma vie. En fait, toute ma vie se concentre dans cette pièce. Tout ce qui m'est personnel et très personnel. Ouais. Là, le plus intime est là. Et depuis que j'ai 3-4 ans. Quoi. Avec ceux qui t'ont inspiré, évidemment. Beatles, Bowie, l'Angleterre qui est pas mal Angleterre présente. qui est très très présente. Oui, ils ont changé ma façon de voir les choses en fait. Les Anglais, les Anglo-Saxons en général, l'audace qu'ils ont. J'ai toujours été à l'opposé du français standard. J'ai toujours aimé l'Angleterre, j'ai jamais été dans la rivalité, je trouve que c'est absurde. Ouais. Bon, on a un point commun parce que moi j'adore l'Angleterre. Ouais. Donc voilà, déjà un point, pas mal, on va voir, on va suivre. C'est fait. Simple, direct, populaire, c'est ce qui me vient en tête quand je parle de toi, quand je t'écoute. D'ailleurs, il y a une phrase que tu avais dite, tu vas me dire si c'est juste, tu avais dit que ton grand bonheur, ce serait un jour d'être entendu dans un supermarché. Exactement. C'est pas beau ça? Si, c'est beau. Pour certains, non, parce que c'était la première critique que j'avais reçue, avec une chanson qu'on entend trop souvent en supposant ses légumes au supermarché. Et je n'avais pas compris cette critique, parce que moi, c'était mon rêve absolu d'être dans les supermarchés, d'être dans les ascenseurs, d'être dans les campings, dans tous les endroits, enfin voilà, que ma musique se propage en fait. Donc c'était vraiment enfin tous les gens que j'aimais, moi ils passaient au supermarché, donc je voulais qu'on m'entende là-bas. Populaire, c'est important. Chanteur populaire. Exactement, populaire. Faut pas oublier que la pop musique, les Beatles, c'est populaire. C'est le principe de la pop. Et moi, c'est ce qui me berce depuis que j'ai 6-7 ans en fait. On est très loin du showbiz. Ça, ouais, c'est vrai. Je me dis que parfois j'aurais peut-être dû être plus près du showbiz pour certains trucs. Et donc le fait d'avoir une vie comme ça très rangée,
entre guillemets, très privé, ces valeurs-là, cette discrétion-là, c'est quelque chose vers lesquelles je voulais tendre. Peut-être aussi parce que j'avais le côté tendance peut-être à l'opposé, pour être honnête. Ah oui. J'avais presque envie d'être un peu, comment dire, je pouvais envier la vie de jet privé, de trucs comme ça, enfin l'espèce de show business. Et mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, de toute façon, c'était pas, en fait, le meilleur chemin pour être heureux, c'était, je pense, beaucoup plus les pas de Goldman que les pas de Michael Jackson. On va en parler de Goldman. Ouais. On pourrait penser que ta vie a été un feu d'artifice, flamboyante, avec notamment ce succès incroyable, populaire, de Toi plus moi. Que tout a été facile. Voilà, d'un seul coup, on écrit une chanson et on est premier des ventes. Au-delà de Rihanna, c'est ça, les chiffres étaient absolument mirobolants. 1 600 000 exemplaires vendus voilà, en un claquement de doigts, en te faisant produire d'une manière différente, c'est-à-dire absolument pas dans une maison de disques. My Major Company, le public qui finalement vote pour toi et te propulse justement, donc très populaire à nouveau. Donc absolument pas dans les codes et dans les pas du showbiz qu'on connaît. Quand Toi et moi a explosé, tu t'es dit quoi à ce moment-là ? C'est assez compliqué à expliquer parce qu'en fait, ça a explosé de manière progressive. Alors effectivement, quand je refais le parcours, en 1 an et demi, c'est devenu exceptionnel. En revanche, j'avais travaillé, moi, 2 ans en maison de disques. J'avais été attaché de presse quand j'avais 25 ans. Universal, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc je connaissais quand même très bien l'envers du décor. Il paraît que tu servais des cafés. Ouais, à la base, on sert des cafés. Après, j'ai fait plein de choses. J'ai accompagné pas mal d'artistes, etc. Donc je connaissais très bien le fonctionnement, comment on vend, entre guillemets, un artiste à une émission, comment on fait toutes ces choses-là. Donc je veux dire, j'étais moins surpris qu'un jeune artiste qui vient et qui connaît rien. Il y a des choses qui étaient beaucoup plus marquantes pour moi. C'est-à-dire que le moment où en fait on m'apprend que Jean-Jacques Goldman a écouté mes chansons et qu'il la trouve bien et qu'il a décidé que Toi plus moi serait l'ouverture des Enfoirés de l'année d'après. Ça, c'est quelque chose en fait qui ne faisait pas partie de mon processus de pensée. Moi, j'avais décidé de sortir mon album, j'espérais en vendre plein, j'espérais faire telle ou telle émission. Et puis là, il y avait ce genre de choses qui étaient au-delà de mes rêves, en fait. Comment tu expliques ça ? Que cette chanson ait eu un tel succès, un tel écho, jusqu'à toucher Jean-Jacques Goldman ? Je pense que déjà, elle est extraordinaire. C'est une ritournelle, c'est une boucle. C'est une répétition permanente. On sait très bien que la répétition en musique, c'est ce qui marche le plus. On sait très bien que même une chanson que vous n'aimez pas, au bout de 5 fois, vous allez commencer à l'aimer. Donc là, il y a 13 boucles à la suite qui sont les mêmes. Donc à la fin de la chanson, on la retient. Et puis en plus, il y a le système dont je viens. C'est-à-dire que si vous prenez tous les artistes les plus populaires depuis les années 2000, donc depuis plus de 20 ans, ce sont à 95% des artistes qui ne viennent pas du système. Ce sont des artistes qui sortent de la Star Academy, comme Jennifer, ce sont Élodie Frégé, Olivia Ruiz, comme des artistes qui sortent de la Nouvelle Star, Julien Doré, Christophe Willem, The Voice, avec Amir, Kenji, moi, avec My Major Company. Donc il y a les artistes les plus comment dire, impactants, en tout cas les plus populaires, sont hors système. Donc il y a une histoire qui est racontée avant même qu'il y ait une chanson. Il faut de la chair. Donc voilà, donc tout cet environnement fait que le public aussi, l'histoire que racontaient les médias, on m'a vu partout, c'était intéressant pour les gens. Et puis ma chanson restait facilement dans... Et puis elle était joyeuse. On est en 2008, c'est la crise, elle arrive à un moment où les gens ils ont envie de ça.
Elle était naïve, c'est pas moi qui le dis, c'est toi. Oui, je le dis, dans la chanson, elle était naïve, elle était... était joyeuse, elle a été faite, elle a fait tous les mariages, C'est elle ça. a fait les manifestations, les associations. Elle va dans sa signification beaucoup plus loin que le pourquoi je l'ai écrit. Donc ça sortait de toi, ça, cette simplicité, ce retour aux sources aussi. L'idée, en fait, c'était surtout que moi, j'aimais beaucoup écrire des chansons tristes. Je pense que c'est quand même ce qu'il y a de plus... entre guillemets, le plus simple pour un chanteur, mais on écrit beaucoup plus facilement sur quelque chose de malheureux, sur un chagrin d'amour. Et donc, toi plus moi, ça arrivait un moment où j'avais écrit beaucoup sur la douleur, un moment où j'ai encore vécu des épreuves, et au bout de trop d'épreuves, trop de douleur, tue la douleur. Et donc j'ai décidé d'écrire une chanson joyeuse pour encourager les gens qui étaient autour de moi à être joyeux, en me disant que moi, qui ai ce malheur tout autour de moi, ça va les pousser à sourire quand même s'ils n'ont pas envie, parce qu'ils vont se dire si lui il a envie de sourire, on va sourire avec lui. Bah, c'était voilà. Bien senti, hein. C'était le projet. Donc tu viens de nous dire à l'instant que tu avais vécu des choses difficiles et qu'il y a eu beaucoup justement de souffrance avant que ce toi et moi explose. On va remonter un petit peu le temps. Quel genre de petit garçon t'étais ? Très en bande, à jouer au foot dans la cour, plutôt indiscipliné, entre guillemets, sans être... j'ai dû dépasser quelques limites, mais sans être intenable. Quelques heures de colle quand même. Oui, un peu. Pas tant que ça, mais sortir une blague, ouais. Voilà, intervenir beaucoup, participer beaucoup, avoir beaucoup d'amis. En revanche, très introverti sur mes sentiments. Pudique. Ah, même pas, hein, je veux dire, tétanisé par la fille dont j'étais amoureux. Ah oui. Ah oui, impossible. Elle s'appelait comment, la cour de l'école ? Oui, il y en a plusieurs. Ah, oui, mais s'il y en avait plusieurs en même temps. Non, pas en même temps. Pas en même temps, mais non, mais puis voilà, donc dès que j'ai commencé à être amoureux, fasciné déjà, sans aucune objectivité pour la personne, donc sur un piédestal tout de suite, et impossible de lui dire que j'étais amoureux d'elle. Bon, elle devait bien le sentir via mon regard, mais donc non, très à l'aise avec mes copains, mais en revanche, ouais, pour ça, très timide. Difficile de dire je t'aime, par exemple. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, malheureusement, plutôt à dire trop vite je t'aime. Et ce qui au collège, non. Ça passe pas. Voilà, donc moi j'écrivais des poèmes, j'écrivais des lettres. Que tu offrais. Que j'envoyais, bien aimé. Que j'envoyais. Et donc elles aimaient mes lettres, hein, mais c'était quand même des lettres enflammées. C'était enflammé. Moi j'aimais Cyrano, j'aimais tous les poètes, donc je citais les poètes, je lisais plein pour leur dire tiens, comme dirait Victor Hugo, je sortais les trucs et puis j'écrivais mes petites phrases à côté. Donc elle recevait la lettre, elle trouvait très jolie, mais elle était un peu quand même perturbée par quelqu'un qui dit en fait il ne me connaît pas, etc. Donc oui, après j'ai commencé à comprendre ça, qu'il fallait garder pour soi, un peu, rester un peu secret. Ça a mis du temps. Pour attirer. Ouais. Tu as une licence de langue étrangère appliquée, LEA. Anglais-allemand. 3 frères. 3 frères. Une famille soudée. Et puis tu apprends le piano grâce à ton grand frère, c'est ça ? Exactement. Ça s'est passé comme Mais lui aussi a appris comme ça en fait. D'accord. Il avait 10 ans de plus que moi, donc le jour où j'ai voulu commencer à faire du piano, où je trouvais que c'était Let It Be des Beatles, quand je me suis dit tiens j'ai envie de jouer ça, il m'a dit bah tiens c'est comme ça les accords, il m'a montré 2-3 petites techniques avec des mots qui sont pas du tout des mots de musicologie entre guillemets. Il m'a dit voilà tu mets ton doigt là, tu comptes 3, tu mets ton doigt là, tu comptes 2, tu remets ton doigt là et tu fais ça avec toutes les notes. Puis au fur et à mesure voilà, après je lui posais des questions et puis j'améliorais les choses, mais comme j'en faisais tout le temps, et je pense que d'ailleurs si j'avais pris des cours j'aurais jamais fait de la musique. Il s'appelait Ludovic. En fait il y a Ludovic qui est 10 ans de plus que moi, il y a Sébastien qui a 9 ans de plus que moi, qui lui, plutôt chanson française. Ouais, c'est lui. Plutôt comédie romantique. Et mon frère Nicolas, qui lui avait 5 ans de plus que moi, et qui lui était, lui il était vraiment dans l'art pour l'art, c'est-à-dire bar, comme il dit. On ne dit pas bac, on dit bar.
Il a fait sa thèse, que je vois là-bas d'ailleurs, sur Stravinsky. Ouais. Donc voilà, il était vraiment, vraiment dans un autre monde. 4 enfants, 4 mecs, 4 mecs. tellement différents. Ouais. Et toi, le petit Et dernier. moi, le petit dernier, l'espèce de point central. C'est vrai? Ouais, ouais, ouais. Parfois, il y a pu avoir entre eux des différends, mais moi, j'ai toujours été non, bien avec chacun. Et j'ai pris de chacun. Ouais. Et puis, ce drame, le premier, j'allais dire, 2002. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que au milieu de la nuit, en fait, Ludovic meurt dans un accident de voiture. Et bah, tout s'écroule. Hein. Et donc, on se passe l'enterrement, j'écris un texte, un poème, et je le lis, et en fait, là, les gens se rendent compte, parce qu'à part mes copains, personne n'était au courant de ce que je faisais. Mes parents savaient que j'écrivais des choses comme ça, mais ils n'avaient jamais vu, jamais montré. Donc là, les gens se disent, ah, bah, c'est quand même pas mal ce que tu as fait. Et j'ai une amie qui me dit, tu sais, sa mort, c'est peut-être ta naissance. Et à ce moment-là, il y a effectivement dans sa mort une sorte de nouveau départ. C'est que déjà, moi, ça me libère de tout. J'ai aucune envie de m'enfermer dans une vie qui ne m'intéresse pas. Donc je me dis, je vais aller au bout de mes rêves. Je le prends dans mon cœur et j'y vais. C'est assez rapide, cette remise en question-là, justement. C'est un cheminement, c'est-à-dire que depuis que j'ai 15 ans, depuis que j'ai même 17 ans, j'ai comme idée très très précise de faire de la musique, de rencontrer Jean-Jacques Goldman. Et en fait, je n'ai pas d'autre alternative. D'aller au bout de tes rêves, comme dirait l'autre. Exactement. Et donc pour moi, il n'y a pas d'autre alternative. Donc tout ce que je fais, c'est qu'un... En fait, tous les petits boulots, à chaque fois que j'ai fait un petit boulot, par exemple, dès qu'on me proposait un poste à plus grosse responsabilité, et ben je m'en allais. Dès que je sentais que ça y est, il fallait donner une réponse, il fallait s'engager dans quelque chose, je m'en allais. Est-ce que la mort de Ludovic résonne pour toi comme une autorisation à finalement vivre et être ce que tu as toujours voulu être? Autorisation, je ne sais pas, mais pour les autres peut-être. Pour les autres peut-être, pour mes parents, pour les gens qui m'entourent, Ouais. Parce qu'à l'époque, il faut bien se rendre compte que que être chanteur, ça n'existe pas. On doit être ingénieur, on doit faire des maths, on doit faire des sciences, on doit être avocat encore, ça peut passer. Mais non, il n'y a pas de saltimbanque dans l'histoire. donc après, il y a ce genre de l'autorisation, c'est autour de moi. Moi, je ne me suis pas senti autorisé. J'ai pas envie de penser que s'il n'était pas mort, j'avais pas le droit. Transformer aussi quelque chose d'insupportable en quelque chose de vivant peut-être aussi. Ouais. Je n'ai jamais en fait laissé l'opportunité au hasard de changer ma destinée. Et donc les événements qui me sont arrivés, je les ai transformés, effectivement. Je les ai en tout cas, j'ai fait en sorte qu'il apporte quelque chose à l'endroit où je voulais aller. La mort de Ludovic en 2002, et puis 5 ans plus tard, en 2007, le suicide de Nicolas. Ouais. Ouais. Et ils meurent tous les deux dans leur 33e année. Je trouve que c'est assez important de le noter. Je pense que Nicolas, vu qu'il a choisi de se suicider, n'a pas voulu avoir l'âge qu'avait Ludovic. Il n'a pas voulu devenir plus vieux que Ludovic, inconsciemment. D'accord. Parce que c'est quelque chose... Et puis il y avait l'âge du Christ. Ouais. Il avait une grosse question là-dessus aussi, je pense. À ce moment-là, plusieurs choses. Déjà, j'écris Toi plus moi. Parce qu'à ce moment-là, en fait, il faut... Si on essaye de replacer un peu dans le contexte, je vis dans une ville de province. Autour de moi, mes parents divorcent, j'ai 16 ans. Autour de moi, personne n'a des parents divorcés. Mon frère meurt, personne n'a connu ça autour de moi non plus.
ou très rare. Mais c'est-à-dire que c'est vraiment pas... on est dans une sorte de microcosme un peu... je me rends compte aujourd'hui, hein, mais c'est-à-dire qu'il y a vraiment une sorte à ce moment-là, quelque chose qui s'acharne un peu sur moi quand Nicolas s'en va. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un côté... déjà, perdre un frère, c'était pas courant dans mon entourage, mais d'en avoir perdu un deuxième, là, les gens se sont dit mais pourquoi lui, d'une certaine manière. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont posé la question de se dire mais pourquoi on s'acharne sur lui, enfin, ou sur eux, en pensant à ma famille, à mes parents. Hein, Tu as pensé à ça aussi, j'imagine. Non, parce qu'en plus, Nicolas, c'est un suicide. Nicolas, il décide, en fait, de nous donner ça, d'une certaine manière. Nicolas, quand il le fait, ce geste-là, c'est quand même très égoïste. À une famille qui a déjà connu la douleur, et il leur en inflige une autre. Là, il l'a choisi, donc je n'ai pas accusé qui que ce soit, à part Nicolas, d'être parti. C'est Nicolas qui est parti. Mais le revers de la médaille, enfin, ou l'endroit d'ailleurs, l'endroit de la médaille, c'est que ce que je dis sur Toi plus moi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je disais en revanche, quand je disais laissez-moi tranquille, on me laissait tranquille, mais quand je disais les gars, ce soir on sort, j'ai envie de sortir, et ben les mecs qui rentraient, ils en avaient ras-le-bol, ils avaient juste envie de se coucher, ils disaient putain vas-y on y va, allez. Il a envie de sortir pour une fois, vas-y, on va pas lui... Donc il y a ce côté positif, c'est-à-dire que les gens, j'avais tous les droits, mais j'avais aussi le droit d'emmener les gens dans quelque chose de joyeux, d'heureux. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit Toi plus moi. Je pense que Nicolas m'a fait écrire Toi plus moi. Et là, si je ressors une chanson en disant « t'es parti, nanana », en pleurant sur mon piano, je vais les tuer, mes potes. Et en fait, donc j'ai écrit une chanson qui s'appelait Toi plus moi, pour dire aux gens qui étaient seuls, notamment, de rentrer dans la danse, qu'on allait s'amuser. Et donc j'ai beaucoup plus été dans cette dynamique-là, de me dire qu'en fait, du pouvoir que ça a, de pouvoir dire aux gens qu'on a vécu des choses comme ça, de pouvoir dire qu'il faut vivre. Et surtout, effectivement, quand les gens autour de soi n'ont pas vécu d'aussi grands drames, entre guillemets, ça peut parfois les remettre un peu en place, quoi, de se dire, bah tiens, effectivement, je me plains peut-être pour pas grand-chose. Comment tu expliques que la vie, à ce moment-là, a pris le dessus? Je sais pas. Je sais qu'en tout cas, j'ai toujours été optimiste. J'ai toujours été un grand rêveur. J'ai toujours cru que tout était possible. Je sais pas, c'est ma façon de penser en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, alors beaucoup de ce que j'ai lu aussi m'a aidé quand même. Moi, j'ai beaucoup lu de poèmes, j'ai beaucoup lu Shakespeare, beaucoup de théâtre, beaucoup de choses comme ça sur la vie en fait. Toutes les chansons, pourquoi Goldman me parlait, c'est parce que tout ce qu'il a raconté dans ces chansons sur Léo Ferré, Jacques Brel. Quand vous lisez Victor Hugo, en fait, vous vous rendez bien compte que la mort, c'est une fatalité, qu'à un moment, il faut avancer. Donc j'ai très vite pris conscience du fait que je pouvais, que ça servait à rien de pleurer, enfin pleurer si, mais ça sert à rien de traîner ça pendant des mois, puisque de toute façon je les ferai pas revenir. Donc à un moment, il valait mieux que j'avance, il valait mieux que je vive le plus fort possible, et puis plus ça avançait, en fait, j'ai surtout pris conscience que la vie était très courte, que du jour au lendemain tout peut s'arrêter. Et donc voilà, j'ai eu cette urgence de vivre. C'est plutôt cette idée-là en fait qui m'a traversé. Je ne veux pas dire que j'étais préparé à ces événements, mais ces événements, en tout cas, je les ai décortiqués. Je les ai analysés, je les ai passés dans tous les sens. Je suis passé par tous les stades. Hein. J'allais dire, on me voit aujourd'hui, mais aujourd'hui, je suis marié, j'ai 2 enfants, tout va bien, je touche du bois, mais j'ai réalisé mes rêves, donc c'est plus simple. Mais c'est vrai que j'ai jamais laissé traîner un truc en moi que je comprenais pas. L'une des réponses très difficiles, justement, à donner, c'est de pardonner. C'est au cœur de tes chansons. Moi, j'ai eu un déclic un soir quand j'ai écrit cette chanson, qu'effectivement, le pardon, ça changeait tout. Ça changeait tout parce qu'en fait, traîner des rancœurs, des regrets, des remords et tout ça, c'est l'enfer. C'est ça le pire, en fait. Il faut pardonner aux gens. On ne peut rien changer de ce qui est arrivé.
Donc ça sert à rien de traîner des choses comme ça. De toute façon, on se met des bagages sur le dos et de se pardonner à soi-même aussi. C'est ça le plus dur en fait. À un moment de se dire, ok, ça je l'ai fait, bah, je l'ai fait. Maintenant je l'assume. Déjà, il y a aussi beaucoup de questions d'assumer quelque chose. Je te pardonne pour avoir tout teinté d'automne, même le plus beau des étés. Ne t'en fais pas, je te pardonne. De ne plus pouvoir te parler, je deviens de plus en plus sage. Tu serais fier si tu savais. Mais aujourd'hui, je nous pardonne de ne pas avoir été parfait, sans pour autant nous oublier. Oui. Bah ouais, C'est beau. c'est gentil. Bon, moi, c'est une de mes préférées dans toute ma carrière. Pardonner, c'est aussi faire un deuil de tout. Je veux dire, de faire un deuil d'une dispute, faire un deuil d'un chagrin d'amour, enfin d'une histoire d'amour. Si on ne fait pas ça, on n'est pas apte à vivre autre chose. Il faut lâcher ça, il faut se pardonner d'avoir loupé des trucs. Il n'est jamais tard pour mieux faire. Hein. Et puis peut-être que en ayant fait ce chemin-là, en ayant connu justement ces épreuves de la vie, en ayant aussi eu la force de pardonner, les choses s'alignent. Le rêve d'enfant que tu avais eu, cette fameuse rencontre avec un certain Goldman, est arrivé. D'abord via le fils, c'est ça, Michael. Exactement. Ce qui est important, c'est qu'après la mort de Nicolas, j'ai une cousine qui me dit qu'est-ce qui te manque pour faire de la musique et je vais te donner un coup de main. Et je lui dis il faudrait que je rencontre un ingé son, dont j'ai le numéro, un ingénieur du son, pour enregistrer une maquette. Et je lui dis mais ça va coûter un peu d'argent. Elle me dit mais là, je vais t'aider. Et donc, comme quoi, ces événements-là ont quand même aussi ouvert les yeux, mais poussé certaines personnes à faire des choses qu'elles auraient sûrement faites parce que c'est leur nature, mais peut-être pas autant aussi rapidement. Tout s'enchaîne. Et donc là-dessus, j'ai appelé un ingé son, on a enregistré des maquettes, donc les chansons, entre autres Toi plus moi, Rue des Étoiles aussi. Et là, j'ai rappelé tout mon carnet d'adresses et j'ai réussi à me caler 7 rendez-vous en 7 jours. Et notamment, rendez-vous avec Sevan Barsikian, qui est l'associé de Michael Goldman. Et qui me parle de ce site, My Major Company. Et donc, effectivement, là, à ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est que Michael Goldman m'explique le concept du site. Et puis, il me montre une vidéo de son père, une vidéo marrante où il y a de l'autodérision pour expliquer que c'est une bonne idée, ce site. On se souvient, ouais. C'est peut-être juste un problème de tonalité. De quoi? Ah non, mais la réalité, c'est que c'est de la merde. Depuis ce matin, tu joues que de la merde. Alors maintenant, tu vas arrêter tes slows à la con et tu vas me faire le plaisir de jouer quelque chose de bien. Il y a quand même l'univers Goldman, il y a quand même beaucoup de valeurs qui me correspondent. Moi, j'entends des phrases de Goldman, donc notamment qu'il a écouté mon album, qu'il le trouve très bien, qu'il prend Toi plus moi pour l'ouverture des Enfoirés. Et puis voilà, j'entends plein de choses comme ça. Et puis après, on m'appelle pour aller aux Enfoirés en novembre. Et donc on me dit, voilà, en janvier, est-ce que tu veux venir faire partie de la troupe? Oui. J'y vais. Et là, je me dis, je vais quand même rencontrer Jean-Jacques Goldman. Ouais, là, il y a un truc. Je t'envie. Quelle joie. Donc moi, jusqu'à 16 ans, j'ai pas de petite amie. Et j'en ai une vers 16-17 ans. Et moi, j'écoute Bowie, les Beatles, toute la pop anglo-saxonne. J'écoute quelques trucs en français. Si j'aime bien les chansons très populaires, ça m'amuse beaucoup. De Hervé Villard à Michel Sardou en passant par Johnny. J'écoute beaucoup Léo Ferré, j'écoute Jacques Brel. Et je connais les chansons populaires de Jean-Jacques Goldman. Mais je m'en fiche. J'aime bien chanter quand la musique est bonne. Celle que je préfère, c'est Comme toi. Elle est un peu plus... elle est plus un peu mélancolique. Donc ça me correspond plus à moi. Mais je connais presque rien de Goldman. Et cette petite amie me dit, est-ce que je peux te faire écouter une chanson? Franchement, à ce moment-là, j'étais pas le genre de mec à qui on faisait écouter des chansons, parce que j'en connaissais vraiment beaucoup. Je passais ma vie à faire ça. Mais au lieu de la regarder de haut, de dire, je lui dis, bah ouais, vas-y. Et elle me met Confidentiel de Jean-Jacques Goldman. Je voulais simplement te dire... Après? Que ton visage et ton sourire restent auprès de moi sur mon chemin. Te dire que c'était pour de vrai, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait, que c'était pas pour de faux, que c'était bien. Faut surtout jamais regretter. Même si ça fait mal, c'est gagné.
tous ces moments, tous ces mêmes matins. Ah, le même matin, c'est ça que j'aime chez Goldman, c'est le même matin. Il l'a chanté en 86 pour la mort de Balavoine, sur le plateau de Champs-Élysées. C'est là où elle est devenue, d'ailleurs, mais pour moi en 86 j'avais 7 ans. Et en fait, quand j'entends cette chanson-là, je me dis mais c'est ça que je vais écrire comme chanson. C'est-à-dire que tout est simple. Sans être facile, il y a quand même ce même matin, tout est simple, les mots sont simples, je ne vais pas te dire qu'il ne faut pas pleurer, il n'y a vraiment pas de quoi s'en priver, et tout ce qu'on n'a pas loupé, le valait bien. Et donc voilà, j'ai cet objectif de faire de la musique, mais Goldman, c'est, vu ce qu'il raconte, il aura tellement de choses à m'apprendre, mais pas que sur la musique, surtout, d'ailleurs, c'est même plus quelqu'un que je considère comme un musicien, il est très bon musicien, j'aime beaucoup. Mais moi, sa qualité première, c'est de raconter ma vie sans la connaître, en fait. C'est comment... Je pense que c'est un sociologue. Mais oui, mais c'est comment ce mec-là passe des jours à nous sortir une phrase qui, à un moment, va nous faire avancer de 10 ans. Et c'est ça qui me fascine chez lui. C'est ça que j'ai envie de faire aussi. Donc, je veux rencontrer ce mec-là. Et donc, voilà, je voulais remettre dans le contexte, parce que quand j'arrive aux Enfoirés, je me dis, je vais le rencontrer. Qu'est-ce que je fais? Alors, il y a certaines histoires de fans qui ont rencontré leur idole et qui ont toujours été très déçus. Et je me suis dit bêtement et simplement, sois le plus naturel possible. Parce que si ça marche, c'est gagné. S'il t'apprécie, entre guillemets, c'est gagné. Et puis s'il t'apprécie pas, ben, tant pis, au moins tu n'auras pas de regrets. Et là, moi, je croise donc Goldman le mercredi. Et d'une bienveillance extrême, en fait. Et il te connaît. Ah, mais il me connaît. Déjà. Ouais, il connaît ma chanson. On chante ta main. En fait, ce qui est fort aussi, c'est qu'il y a ce moment un peu paradoxal où, donc moi, avant de sortir mon premier album, il n'y a pas de chanson pour mes frères sur l'album. Donc la dernière chanson que j'ai écrite, elle s'appelle Ta main, qui dit « J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. J'aurais aimé que mon chagrin ne dure qu'un instant. Et tu sais, j'espère au moins que tu m'attends. » Et je parle à mes frères, donc. Et donc, elle est reprise aux Enfoirés l'année où j'y suis, la première année où j'y suis. Et ce qui se passe, c'est qu'on la chante en hommage à Coluche. Donc, il y a des panneaux avec Coluche énormes. Je me dis quand même, la chanson pour mes frères, en hommage à Coluche, c'est cool. Et le truc, c'est qu'on arrive à la fin au bord de la Seine et on doit prendre la main de l'Enfoiré. Et on est 44 et il n'y a pas de place déterminée. De l'Enfoiré qui se trouve à vos côtés, en fait. Et donc à la télé, quand on regarde ça, vous voyez que moi je suis au devant de la scène, donc j'ai même pas choisi ma place. Je suis au devant de la scène en train de chanter avec certains. Et là, il y a tous les autres Enfoirés qui arrivent et qui se mettent derrière. Et le mec qui est à ma gauche et qui prend la main, c'est Jean-Jacques Goldman. Et là, effectivement, là par exemple, là j'ai craqué en rentrant dans les coulisses, dans mes fringues, là, je me souviens des fringues, parce que c'est quand même chanter la chanson que j'ai écrite pour mes frères en hommage à Coluche avec Goldman qui me prend la main dessus. J'arrive pas à croire que Goldman n'y soit pas... je pense que cet homme-là sait, sans savoir en fait. Il sait très bien qu'à ce moment-là, il va se passer quelque chose. Il sait très bien que c'est pas comment dire, anodin que ce soit lui qui me prenne la main. Et c'est lui qui... Enfin, je ne dis pas qu'il choisit de le faire, mais il a autant le geste juste que le mot juste. C'est ça que je trouve fabuleux. En tout cas, ça a été le début. Ah ça, c'est le... Pour toi. Ouais, pour moi, c'est le... Après, c'est de me dire, mais c'est fou en fait. C'est fou de se dire que... Vous savez, j'ai 32 ans. C'est un rêve de 15 ans. Pendant 15 ans, avec que des gens qui vous ont dit « Tu rencontreras jamais Jean-Jacques Goldman ». Quel est ce message? Ça veut dire que quand les choses doivent se faire, elles se font? Ou est-ce que c'est justement quand ça vient du cœur, finalement? Alors ça, j'allais dire, on aura peut-être la réponse à l'heure de notre mort. Le plus tard possible. Le plus tard possible, pour les autres, surtout. Forcément, mon obsession m'a amené jusque-là. Après, je sais juste que quand on est obsédé par quelque chose, quand on est... quand on le désire très fort. Oui, on est forcément à l'affût de tout ce qui peut se proposer.
parce que j'ai envie que les gens comprennent que malgré les épreuves, je suis allé au bout de mon rêve. Et j'ai vraiment réalisé mon rêve. Je ne suis pas tombé à côté. C'est-à-dire que je suis tombé dans les mains de Goldman. Et qu'après, le mec est en retraite, je lui demande de faire un duo avec moi pour mon 2e album. Son fils me dit, il ne le fera jamais. Et le mec le fait. Et qui me dit en plus, envoie-moi je lui demande si ce que tu veux écrire ou pas. Et il me dit, non, envoie-moi une chanson, je te fais confiance. Alors là, je me dis, bon, ben, il me fait confiance. Et je lui envoie une chanson qui s'appelle La Promesse. Et on l'a fait, on l'a enregistré, enfin voilà, et tout est simple. On était plein d'ardeur et on sortait vainqueur de nos pauvres blessures. Quand les peurs étaient lourdes, on se trouvait toujours une voix qui nous rassure. On avait tant d'envie. Et en fait, à ce moment-là, j'ai réussi mon pari, entre guillemets, de faire un duo avec Goldman, mon pari avec moi-même. J'ai toujours cru que c'était possible et qu'à un moment, bah, si j'arrivais dans une impasse, il fallait continuer. Aujourd'hui, il est qui pour toi? Bah, pour moi, il a toujours été, j'ai envie de dire, il a toujours été Keating, donc Robin Williams dans Le Sac des Poètes Disparus. Il a toujours capitaine, mon capitaine. Voilà, exactement. Il a toujours été, avant de le connaître, il a toujours été ça. Pour moi, ça a toujours été le guide ultime dans ce qu'il racontait, en fait. Et donc, en fait, l'humain est tellement en phase avec ce qu'il raconte. Je me souviens d'un enfoiré un jour qui parlait de lui en disant « Je crois que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait autant réglé son problème d'ego. » Il est fascinant. Et il faut être honnête, je lui ai dit d'ailleurs. Il n'aime pas qu'on lui dise, mais il est fascinant. Mais avant de sortir Vivre, tu lui avais fait écouter justement cet album avant? J'ai envoyé. Ouais. C'était important pour toi d'avoir... Et il l'a écouté. Et bah oui, il le fait honnêtement. Donc c'est ça aussi qui est très touchant. Et puis ses mots, quoi. Ce que je peux dire, c'est que quand je doute, j'ai qu'à lire son mail pour me dire que j'ai aucune raison de douter. Cette génération justement d'artistes aujourd'hui, de chanteurs, de musiciens, est-ce que cette génération est complètement différente de Goldman, de tout ça? En quoi aujourd'hui ça a changé ou pas? Alors, est-ce que je dois répondre à cette question? Ton silence serait pire que tout. C'est ça, c'est intéressant en même temps. Celle-là. Tout a changé. C'est pas les artistes ou quoi que ce soit, tout a changé. Aujourd'hui, faire de la musique, faire de la variété, à part Vianney, qui est quand même sur une très belle voie, parce que humainement, il est quand même exceptionnel, d'une bienveillance assez incroyable, et puis artistiquement, il est quand même très bon. On espère qu'il sera à ta place très vite. Ah, voilà, on lance un appel. Mais aujourd'hui, enfin, il y a vraiment une sorte de gros mot, quoi. Il y a quelque chose qui est... comment dire... Donc la nouvelle génération, en fait, n'est pas populaire. C'est ça qui est compliqué, je trouve. Elle ne voudrait pas passer dans les supermarchés, elle. Hein. Ça se fait pas, ça, c'est pas bien. Si, je pense que si, il y en a une, qui, mais celle dont on parle le plus, elle n'est pas dans cette dynamique-là. Ouais. Elle a des codes, des trucs... Showbiz. Des inspirations un peu, voilà, vaut mieux que ce soit un peu occulte. Moi, il y a un truc, par exemple, qui me rend fou, c'est le côté, cette question qu'on pose parfois dans certaines émissions, c'est quelle est votre chanson plaisir coupable? C'est con, c'était ma prochaine question. Ah bah c'est vraiment une question pourrie. Je le dis, je suis très honnête là-dessus. Ça n'était pas ma question. Non, mais j'imagine bien, sinon vous ne seriez pas là. Non, mais c'est pas ça. Enfin non, c'est parce que parfois je l'ai fait. Justement, quelle est ta... Mais j'en ai pas. Non, mais j'en ai pas parce que je trouve ça absurde, en fait, de dire, comment dire, plaisir coupable. Ça veut dire quoi, en fait? C'est-à-dire qu'il y a des chansons... En fait, moi, je pense que vraiment, j'ai tendance à comparer la musique à de la cuisine. Les artistes n'ont pas fait de la musique pour la même chose. Il y a des artistes qui font du pur divertissement, il y en a d'autres qui essayent d'écrire une histoire, une page de philosophie. Il y en a qui y arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas du tout. Mais ce que je veux dire, voilà, évidemment, un jour on m'a dit, je comprends pas que tu puisses autant aimer Radiohead que Jean-Jacques Goldman. Je dis, mais c'est complètement con comme histoire.
Parce que les gens comprennent pas. Radiohead, ça fait bien de dire qu'on aime Radiohead, alors que Goldman, bon, à l'époque, aujourd'hui, maintenant, c'est devenu hype d'aimer Goldman. On peut, mais à l'époque, ça l'était pas. Je trouve ça complètement absurde parce qu'on les écoute pas du tout pour les mêmes raisons et au même moment. C'est comme un pot-au-feu et un fraisier. Et je vais pas dire qu'un fraisier est meilleur qu'un pot-au-feu. Voilà, c'est parce que ça ne sera jamais le cas, qu'il soit 8h du matin, 4h de l'après-midi, etc. Il y aura des moments pour tout et ça ne se compare pas. Celui qui t'inspire aujourd'hui, une femme, un homme, justement dans cette nouvelle génération, tu évoques Vianney. Ouais, Vianney, beaucoup. Moi je trouve que déjà The Weeknd c'est quand même assez exceptionnel. Ouais. Harry Styles. En français en revanche, j'aimerais bien me confronter à des gens qui font pas du tout la même chose que moi. Par exemple, si je fais quelque chose avec un rappeur, la chanson qu'on va faire ensemble, ce sera ni une chanson de plus de moi, ni une chanson de plus de lui. Ce sera vraiment une rencontre. Jul, si tu m'entends, Jul. Alors attends, on fait comment ? On fait comme ça, hein. Comme les deux. Jul, Eminem aussi. Ouais. C'est plus technique. Tu entends Eminem ? Eminem. On va jouer avec les titres de tes chansons. Je veux que ce soit rapide, tac au tac, Ok. d'accord ? Selon toi, dans la vie, qu'est-ce qui n'est jamais acquis ? Rien. Qu'aimes-tu faire le dimanche ? Être en famille. Que penses-tu de ce monde connecté ? Il faut trouver le juste milieu. C'est comme tout, il faut faire pas d'excès. Quelle serait la chanson pour ton enterrement ? Je ne vais pas dire une des miennes, j'en sais rien. Je réfléchirai à ça. Là, je pense à du Bowie, du Elton John, du Beatles, sinon, un truc comme Ouais, ça. ce serait « Tu manques, si tu savais, infiniment, tout doucement. » Goldman. Comme si jamais... Tu vois, je chante. Non, je vois tout à fait. Après, je veux dire, j'aime bien aussi les chansons qui sont hors propos. Life on Mars de Bowie serait quand même... Big bisou. Oui, pourquoi pas. C'est notre gimmick, Mais hein. ouais, big bisous. Big bisous. À qui pourrais-tu dire « Fous-moi la paix » ? Tous ceux qui me font chier, hein, tout simplement. Ouais, aux gens négatifs, ça, ils me fatiguent. Quelle est pour toi la meilleure chanson d'amour ? Pour faire l'amour. Eh oui. Alors, Purple Rain, Les vieux amants de Brel, c'est quand même pas mal. Ça, Il c'est faut ma bien, préférée. bien du talent pour être vieux sans être adulte. Ah oui. Qu'aimerais-tu dire à tes enfants, Paul et Léopoldine ? Que la vie est belle, que si on le veut, la vie est belle. Et enfin, c'est quoi pour toi la liberté ? Poème d'Éluard. C'est ce que disait Goldman, c'est de ne pas avoir à choisir un camp. C'est vraiment de... 17 ans à la Heidenstadt. Ouais, exactement. Et là, c'est des petites questions. Attends, moi je suis une fan. Hein. Voilà. Et si j'étais née en 17 à la Heidenstadt, Exactement. au milieu d'un champ de bataille, ton mot préféré ? Liberté. Celui que tu détestes. Bien-pensance. Ton gros mot, ton juron préféré ? Tous, putain. Ouais. Entre Fais autres. du bien, putain. Chier, quoi. Merde, ouais. Ton mot d'amour ? T'aimes. Et la chanson qui pourrait illustrer notre entretien ? J'ai écrit une chanson sur mon dernier album, ça s'appelle Entre toi et moi, qui est sur l'amitié. Qu'on n'a pas de... Si elle est pas mal, ça, le mec il fait de la promo. Cette chanson, putain. Elle est... Le chanteur est pas mal. Hein. Je sais Non, pas si mais tu elle le est pas connais, mal. mais- Elle est pas mal par rapport à la question, parce que je dis qu'en société on prend des pauses, des positions qui ne sont pas nous, mais pas avec toi. Voilà. On porte des costumes, c'est sur l'histoire de l'amitié, c'est-à-dire c'est le côté. On parle pas, on communique en société, mais pas avec les gens qu'on aime, et donc voilà, pas avec toi, etc. Donc, C'est ça sympa, pourrait aller à la. Non, mais ça pourrait aller avec l'entretien, avec le fait de faire ça de manière confidentielle. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Ça m'a fait super plaisir. On s'embrasse J'ai le truc là. avec le micro. Merci à toi. Merci. Je vous dirai les trucs interdits, les méthodes. Je vous dirai les clés, vous livrerai les codes. Les secrets inconnus à lire entre les lignes. Les talismans perdus, les chiffres et les signes.
mes arrière-pensées avec inconscience, mes goûts et mes dégoûts et tous mes coups de chance, même sans intérêt, même un peu facile, mes fantasmes enterrés, mes idées les plus viles. Mais je ne vous parlerai pas d'elle, je ne vous parlerai pas d'elle. Elle est à côté de moi quand je me réveille, elle a sûrement un contrat avec mon sommeil. Non, je ne vous parlerai pas d'elle, elle est mon sol, elle est mon ciel.